You gotta stop it, yo, you gotta take it slow. You can't be a pro, don't waste your time no more. Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn if you say you disapprove. I'm gonna make my move, I'm gonna make it soon. And I'll do it cause it's what I wanna fucking do. Cause all these opinions and all these positions, they come in millions, they blocking your vision. But no, you can't listen, that shit is all fiction. Cause you hold the power as long as you're dreaming. Make it. There's no way that you make it. And maybe you can fake it, but you're never gonna make it. Are you just gonna take that? Make them take it all back. Don't tell me you believe that. Are you just gonna take that? Or will you fucking fight back? Or will you fucking fight back? They're better than you face it. Thinking that they give a damn, you're not thinking straight, kid. No, they don't give a damn, you got what I'm saying? I'm not fucking playing, I'll give it to you straight, man. There's too many others and you're not that great, man. Stop what you're saying, stop what you're making. Everybody here knows that you just faking. Nah, I don't wanna hear it anymore. I don't wanna hear it anymore. All these fucking thoughts, they are not what I need anymore. I'm about to shut the motherfucking door on all you poor ass haters with your heads in the clouds, talking out loud so proud. You better shut your goddamn mouth before I do more speak out. It's about to head south. You're never gonna make it. There's no way that you make it. Maybe you can fake it, but you're never gonna make it. Are you just gonna take that? Make them take it all back. Don't tell me you believe that. Are you just gonna take that? Or will you fucking fight back? Fight back. Chez Auchan, on sait que les petits prix, ça se savoure. Avec l'opération Le Plus de Promo, faites le plein de promos à croquer. Et oui, jusqu'à lundi, profitez de 50% de remise immédiate sur le deuxième produit au choix de la gamme de pâtisseries et biscuits Bonne Maman. Et ça, c'est seulement une des nombreuses offres de l'opération Le Plus de Promo. Auchan, avec plaisir. Offre valable sur le moins cher, hors promotion en cours et format promo dans vos magasins et drive Auchan participants et en livraison à domicile. Pour votre santé, bougez plus. Écoutez en toute sérénité. C'est vous qui décidez des prochains titres. Désactivez la lecture aléatoire pour écouter des playlists et des albums du début à la fin, tout en profitant de votre musique sans interruption. Découvrez d'autres façons de rester en immersion avec Spotify Premium. Appuyez sur la bannière pour en savoir plus. Legends never die.
Et aujourd'hui, on est à l'heure et tout va bien. Vous m'entendez peut-être pas de ouf. Si? Oh si, c'est bon. On va couper Spotify. Et voilà. Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle matinée. Cette nouvelle matinée Critflix où on va parler de plein de trucs. Je vous l'ai noté ici. Ah, faut que j'arrive à gérer la caméra. Ici. Le programme du jour, le festival Jean Carmé, Miséricorde d'Alain Giraudy. Giraudy. Ça commence bien. Ouais, la petite voix, ouais, bah ouais, avec une femme malade, il y avait quand même de fortes chances que je chope un truc en même temps. Et puis bon, tu sais ce que c'est, hein, finalement, une petite semaine de festoche, à se lever à 6h tous les matins, à se coucher à 23h le soir, bah voilà, ça donne ça. Il y a un paquet de clopes aussi. Ah, j'imagine, bah moi je suis pas à plaindre. J'étais là que le matin, vous étiez là toute la journée, donc j'imagine même pas le bordel. Mais, euh, mais c'est vrai que ça picote un peu là, tu vois, demain je suis en repos, j'ai hâte d'être en repos, qu'on me foute la paix. Mais c'était une super expérience, on va en parler dans quelques instants. Euh, En espérant qu'on ait quelques personnes qui viennent en discuter avec nous, parce que le festival Jean Carmé, c'était une super expérience, il y a plein de choses à dire. Et puis, euh, et puis voilà, tout simplement, on va commencer tout doucement, tu vois. J'ai quasiment fini mon café déjà, en vous attendant. Je n'ai toujours pas le nom des gagnants, par contre, donc on va essayer de pas spoiler. Ou alors on peut spoiler, justement, peut-être. Et si tu as la réponse, nous dire qui sont les gagnants d'hier, du coup, du festival Jean Carmé. Donc en récompense, on a normalement un gagnant second rôle masculin, un féminin, un jeune espoir. On a... Ah bah oui, on est mardi. Ah, ça va pas le faire. Aïe, 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 aïe. Je suis mais complètement perdu. Je suis paumé de ouf. J'aurais dû le faire demain, le live. Merde. J'y ai pas pensé. Bon, c'est pas plus mal. Comme ça, on va pouvoir faire un débrief... un débrief objectif du festival et de l'ambiance du festival. Et puis demain, au pire, on fera un petit truc pour parler des gagnants. J'ai pu avoir en entretien quelques nommés, donc je suis content. D'ailleurs, merci Mio, notre hôte de salle 9, qui m'a permis d'être comment dire, l'homme qui se balade. Ah ok, ça marche. Eh ben, c'est pas grave, mais celui de Megan, au pire. Je vais essayer de le réparer autrement, je vais bien trouver une solution pour essayer de le réparer, avoir un truc qui fonctionne à peu près, parce que c'est quand même dommage, il était super cet entretien, et puis bah, ces deux petits jeunes qui sont cool. Parce que, ouais, effectivement, j'ai voulu faire un entretien de Béranger Barry, qui est un tout petit réalisateur, un petit jeune. Ah, Megan ou Pablo? Non, Pablo, t'as raison, plutôt Pablo, on garde Megan pour la fin. J'ai voulu faire l'entretien d'un réalisateur qui s'appelle Béranger Barry, qui a fait un premier court-métrage officiellement au festival, qui s'appelle Greenlight, et qui était avec son acteur principal, qui s'appelle... Je vais vous retrouver son nom, euh, parce que ça serait quand même dommage de ne pas avoir son nom, alors que c'est Léon, son prénom, tout à fait, et son nom de famille, c'est Léon Exbraya. Léon Exbraya qui était là avec Béranger, et on a fait un entretien dehors avec mon fameux Blue Yeti, que vous voyez pas, mais qui est juste devant moi. Et malheureusement, je sais pas, j'ai du mal régler le micro, mal le positionner, j'en sais rien, mais en fait, on n'entend que dalle. On n'entend que dalle, et c'est marrant. Allez, je vais vous faire écouter un bout. Je vais vous en faire écouter un bout parce que c'est quand même super drôle de voir ce qu'est capable de faire une IA. Donc en fait, j'ai trouvé un logiciel d'intelligence artificielle qui permet de reconstituer entre guillemets les podcasts qui sont un peu flingués, et on va pouvoir normalement sauver un... on peut sauver quelque chose avec ça, quoi. Je vais essayer de vous l'envoyer. Alors, ça doit être celui-là, je pense. Je sais pas si vous allez entendre.
Et ben non. Pas l'entendre. Alors, attends. Dans le court-métrage, mais qui est pas là, du coup, pour le festival. Ravi de vous rencontrer, en tout cas, les gars. Montaël, Je regarderai ça la prochaine fois. elle avait des trucs plus importants à faire. On n'est pas pressé. On n'est pas pressé. Je sais pas pourquoi je suis pressé comme ça. Comment je peux vous mettre ça, moi? Eh ben si, peut-être avec ça, là. Là. Je vais me le mettre en retour. Je vous sors ma plus belle voix, hein, vous avez vu. Périphérique de monitoring audio, c'est ça que je veux. Hop. Voilà, et normalement, si je le lance, on devrait avoir quelque chose. Et ben pas du tout. Ah si. Donc, du coup, ben voilà, on est sur un nouvel entretien. Donc avec Si vous avez un retour Léon, ou pas. ça, voilà, qui sont du coup en compétition cette année Jeune Espoir pour le court-métrage Greenlight. J'ai Là. encore bon. Hop là. Super. Qu'on peut voir dans le programme C. Ouais, bien vu. Du coup, on a également Lily, normalement. Qui Et est ça, c'est dramatique. Dans le court-métrage, mais qui n'est pas là, du coup, pour le festival. Ravi de vous rencontrer, en tout cas, les gars. Montaël, aïe aïe. Vraiment, ça permet genre. Elle avait des trucs plus importants à faire. Donc voilà, on entend bien que le... C'est déjà pas mal. C'est pas mal de dormir. Ouais. Vous allez écouter, il lui carrément. invente un accent parfois. Ouais, ça vous fait plaisir. Du coup, c'est le premier festival que vous faites? Pas du tout. C'est vraiment les flexeurs et tout. Mais en vrai, ça commence à faire. Mais par contre, c'est le premier festival un peu centré sur les acteurs, les comédiens, j'ai l'impression. Même je sais pas s'il y en a d'autres en fait. Ah, les autres festoches, c'était vraiment le cours en lui-même Oui, voilà, qui était en compétition. Plus réalisation, c'est plus. C'est notre première émission de radio. On est trop contents. Nous, on est surtout contents et ravis de vous avoir. En plus, les jeunes Moi, on espoirs m'entend qui bien trouvent parce le que temps j'ai de une se voix qui déplacer porte. et tout, parce qu'on le sait, voilà, c'est. Ça modifie pas trop compliqué ma parce voix, que mais c'est eux, de par présenter contre, on le va film du dans tout un cette voix-là en vrai, quoi. Ça veut un peu dire qu'il y a un RSA derrière, mais ouais. Non, mais c'est surtout pour dire que voilà, il faut faire un maximum de festivals, justement, essayer de présenter le film dans un maximum d'endroits. Ouais, mais c'est surtout qu'en vrai, au-delà, c'est juste que ça nous fait trop kiffer de se déplacer. Enfin, t'imagines que on te paye ton billet de train, on te paye ton logement, on te nourrit pour aller voir des films. Enfin, je veux dire qu'il faut. Bon, là, ça s'entend peut-être pas trop, mais c'est vrai que par rapport à l'entretien d'origine, en fait, on était vraiment pas du tout là-dessus, quoi. On était vraiment... Enfin, en fait, ça leur fait des accents chelous, ça invente des mots. Dès que ça capte pas un truc, en fait, ça fait comme un cerveau, quoi. Ça va essayer de boucher les trous au maximum, au lieu d'essayer de laisser un trou ou quoi que ce soit. Et puis, en fait, il n'arrive pas à mettre les deux voix au même niveau. Il faut toujours qu'il y ait une voix qui soit plus haute que l'autre. Et donc, parfois, en fait, quand on parle en même temps, il va baisser une voix, mais en fait, il va pas baisser la bonne. Et du coup, ça crée un espèce de truc comme ça, un peu chelou, un peu nul. Donc voilà. Pour la pub, c'était Adobe Podcast. Donc si vous voulez y aller, il y a un segment gratuit. Je pense que sur les audios abîmés, mais pas trop, ça fonctionne plutôt bien. Mais pour les audios comme ça qui sont vraiment flingués, malheureusement, c'est pas encore très efficace. Mais bon, c'est normal. Je veux dire, s'il entend rien, s'il veut créer un truc, il peut créer n'importe quoi. À partir du moment où on t'entend pas, voilà. On peut pas lui en vouloir plus que ça à cette IA. Même si je suis pas forcément pour les IA, mais voilà. Là, c'était un peu le passage obligé, quoi. Mais en tout cas, j'ai trouvé ça marrant quand même. Il y a quelques passages qui sont quand même très très drôles. Parce qu'on n'a pas du tout l'impression que c'est eux qui parlent, donc c'était plutôt marrant. Bref, le festival Jean Carmé, parlons-en. Je vais vous sortir une affiche. J'en ai peut-être une là d'ailleurs en stock. Est-ce que j'ai pas une affiche en stock du festival Jean Carmé quelque part? Non, je l'ai pas, mais je vais aller vous le chercher. C'est à la bonne franquette, hein, ce matin, je vous assure. Hier, j'ai tourné un nouveau David et David le podcast. Donc ça va arriver dimanche. Et puis voilà, on est super content. C'était un super podcast, franchement, on s'est éclaté. Comme d'habitude, de toute façon, au début, on n'avait rien à dire, et puis finalement, on n'était pas si mal. Hop là, tac. Voilà.
la magnifique image des 30 ans du festival Jean Carmet. Parce que oui, c'était les 30 ans, j'étais honoré de pouvoir faire ça pour les 30 ans de Jean Carmet. Hein. Ah non, mais tu te rends compte, là, la semaine entre Jean Carmet, le boulot et le dernier podcast avec David, c'était hier soir, c'était la débandade, quoi. J'étais dans le canapé, je servais à rien. Aïe, aïe. En plus que des bras cassés à ma séance de Beetlejuice d'hier, je vais être franc, je suis désolé si vous nous écoutez, à mon avis vous nous écoutez pas, je ne sais même pas qui vous êtes. Mais alors entre les deux mecs bourrés, les deux qui savaient pas ce qu'ils foutaient là, les deux qui ont essayé de me gruger un passe culture, il y avait qu'un couple de personnes que je connais bien qui vient souvent, qui a pas fait chier, mais alors tous les autres, ah la vache. Ah là là, la séance de bras cassés quoi hier. Terrible, terrible, terrible. J'avais la boule au ventre en me demandant si j'allais pas devoir aller en salle, etc. Bon, finalement, ça s'est bien passé. Mais on a toujours cette appréhension quand on a des gens bizarres qui viennent en salle et on sait jamais comment ça peut se dérouler. Ah oui, si, puis il y en avait une qui est venue toute seule, elle avait déjà son téléphone tout prêt avec l'écran allumé pour pouvoir prendre des vidéos du film. Du coup, je l'ai arrêté pendant les bandes annonces en mode bah non, là par contre, va falloir ranger votre téléphone, madame. Ça se voit que vous allez filmer le film là, faut pas déconner. Ah ouais, non, mais c'est ça, quand t'es fracassé, en plus, quand tu vois ce genre de public qui arrive, t'es en mode putain, mais. En plus, ils se sont tous donné le mot. D'habitude, sur une dizaine ou une vingtaine de personnes dans la salle, t'en as un ou deux, tu vois, qui ont l'air un peu chelou ou quoi. Mais là, vraiment, genre, sur les 10 personnes, il y en avait 8 qui étaient bizarres, quoi. Et je me suis dit, mais je les connais pas, d'où ils viennent? Pourquoi ces gens-là ont décidé de venir à Bourbon-Lancy aujourd'hui, quoi? Mais enfin, bon, bref. Il n'y a pas eu de souci, donc tout va bien. On a fait un super podcast avec David où on parle télévision, programme de novembre, on parle des premiers films de Noël, on parle des audiences, on parle jeux vidéo aussi, parce qu'on a pas mal joué aux jeux vidéo. Donc voilà, c'est un espèce de mix, le dernier podcast qui est vraiment cool. J'arrive jamais à partir directement sur le sujet. Merci. Ouais. Ah, moi, c'est le Salle 9, il sort le 15 là, non? C'est ça, hein, le 15, tu sors quoi de neuf, non? Demain. Ah bah, c'est aujourd'hui. Ça sort aujourd'hui, non? Ah, super. Bah, au pire, si tu veux décaler l'entretien à demain pour pas faire doublon, tu peux. Hein. Le festival Jean Carmet. Alors, le festival Jean Carmet, donc c'est un festival qui, pour ceux qui savent pas, qui récompense le second rôle. Donc, on va aller chercher, on va jamais aller chercher l'affiche principale du film, on va toujours aller chercher la personne qui le soutient, le personnage qui va soutenir le personnage principal dans le film. À partir du moment, donc la règle d'or, c'est qu'à partir du moment où un personnage a une interaction dialoguée avec un personnage principal dans le film, il est considéré comme second rôle. Donc vous avez tout le programme, je vais vous mettre le lien. Je vais vous mettre le lien du festival dans le chat, comme ça vous allez pouvoir aller jeter un œil. Hop, tac. Ça c'est le donc vous allez pouvoir aller voir le festival. Il y a donc du coup l'édition de cette année, vous allez pouvoir voir qui est en compétition cette année. Donc les récompenses sont ce soir et c'est vraiment un super festoche. Je sais pas combien il y a de films, je sais pas combien il y a de séances, il doit y avoir une dizaine de films. Plus 3 segments court-métrage d'1h30 chacun, plus des ciné-apéros gratuits, plus des films qu'ils appellent, enfin des films étrangers en fait qui sont pas en compétition, plus plein d'avant-premières. Enfin franchement c'est un super festoche. Et ce qui est vraiment cool, c'est que il y a une espèce de convivialité, de proximité en fait avec les acteurs et les réalisateurs qui viennent, qui est vraiment super. Ça, franchement, c'était trop cool. Ça fait des années que ça existe, moi ça fait 30 ans, du coup, vu que c'était la 30e année, là, forcément. Moi, j'ai pu y participer quand j'étais projectionniste à l'époque de Cap Cinéma, donc ça remonte. Cap Cinéma, ça n'existe plus, ça a été racheté par CGR, mais ça a été vraiment un super moment. Merde, qu'est-ce que je fais? Hop là, je m'amuse avec mon OBS. Non, franchement, c'était des super moments en tant que projectionniste. Par contre, tu cours partout, quoi. Alors, à l'époque, en plus, il y avait du 35 mm, donc il fallait qu'on gère le numérique et le 35 mm en même temps. Mais vu qu'on n'avait pas du 35 mm dans toutes les salles, il fallait qu'on sélectionne les salles qui étaient équipées en 35 pour choisir certains films ou certains courts-métrages. On avait des courts-métrages qui étaient en 35, d'autres en numérique dans le même programme. Donc, parfois, tu lançais ton numérique. Une fois que ton court-métrage était fini, il fallait que tu lances ton 35 mm pour mettre le court-métrage d'après. Enfin, bon, c'était un enfer.
On courait partout, on était mal équipés, on n'avait que 2 tables de mixage qui passaient d'une salle à l'autre. Enfin, la retransmission entre les 2 salles, c'était un scandale. C'était terrible, mais en même temps, c'était à la bonne franquette et c'est ce qui a permis aussi d'être ce qu'il est aujourd'hui, c'est-à-dire un truc, beaucoup plus professionnalisé, voilà et tous les on a essuyé pas mal de plâtre en fait, les premières années, dans le multiplex parce que bon, ça existe depuis 30 ans, mais le multiplex, à Moulins, il n'existe pas depuis 30 ans. Avant, c'était dans un ou 2 petits cinémas, il y avait 2 cinémas à Moulins qui étaient séparés de il y a un bon kilomètre entre les 2 cinoches, hein. Et, et donc du coup, on passait d'un cinéma à l'autre en fonction des séances qu'on voulait aller voir. Et c'est vrai que c'était pas pratique parce que les gens devaient forcément aller dans un cinéma pour voir telle séance. Puis s'ils voulaient voir le film d'après, bah fallait qu'ils courent ou qu'ils aillent en voiture jusqu'au cinéma qui était de l'autre côté de la ville pour aller voir la suite. Et franchement, c'était assez sport. Oh, qu'il est gentil. Faut arrêter les compliments. Au bout d'un moment, je vais y croire. Mais non, non, mais franchement, c'était voilà. Donc ça, c'était au tout début. Ensuite, donc il y a eu le multiplex qui est arrivé. Oui, mais en fait, si je fais ça, je cache le. Alors attends, je vais enlever ça. Hop, voilà. Et ensuite, il y a le multiplex qui est arrivé. Et donc là, à ce moment-là, bon bah 9 salles remplies pour le festival. Alors je crois que la première année, on avait, si je m'en pas, on devait avoir 4 ou 5 salles max qui étaient utilisées pour le festival Jean Carmé et pas toutes les séances, donc ça a commencé tout petit, mais il y a toujours eu des grands artistes qui sont venus à ce festoche, parce qu'il avait déjà une renommée, etc. Mais c'était vraiment pas un truc énorme. Et, et puis ensuite, il est devenu ce qu'il est là depuis 5-6 ans, voilà, où ben, depuis que Simon est aux commandes et vient travailler les jours où il n'est pas censé être là, ben, tout roule correctement. Tu vois, moi aussi, je peux faire des compliments. Non, non, mais franchement, là, cette année, j'ai vu qu'il y avait eu vraiment, en tout cas, de mon point de vue, il n'y a eu aucun couac. Il n'y a eu aucun couac. Alors, je sais que du côté de la projection et du côté de la gestion bureau, etc., il y en a eu. Du côté de l'association aussi. Mais vraiment, je pense que les spectateurs n'y ont vu que du feu. Parce que même moi, qui étais, on va dire, entre les deux, dans un espèce de flou entre le spectateur et la régie, franchement, voilà, hormis voir un peu marcher vite certaines personnes du cinéma, il n'y a pas eu non plus de gros soucis. Tout le monde a pris ça avec beaucoup de calme et beaucoup de mesures, quoi. Et donc du coup, tout s'est super bien passé pour moi, de mon point de vue. Moi, pourquoi j'étais là-bas? J'étais là-bas parce que je faisais ce qu'on a appelé les carnets de bord, en fait, c'est-à-dire que j'essayais de trouver des personnes qui seraient OK pour être derrière un micro quelques minutes pour ben, parler du festival, de son rôle dans le festival, et puis de pourquoi il avait envie d'être là, de son rôle, parce que le festival est quand même géré par une association qui s'appelle Cinébocage, donc il y a quand même beaucoup de bénévoles, même s'il y a des gens qui y travaillent. Je sais pas combien il y a d'employés, il doit y en avoir 4 ou 5. Mais en soi, voilà, ça reste une association. Et donc du coup, forcément, ça amène à avoir beaucoup de monde, ça brasse énormément de personnes, et puis ces personnes-là, je voulais les avoir derrière un micro. Et dans ma tête, tout était bien prévu, tout était bien carré, voilà, je vais prendre mon micro, je vais aller d'un moment, voilà, d'une personne à une autre, un peu en mode ben, radio libre, quoi, voilà, avec le micro un petit peu comme ça. Et en fait, il y a plusieurs choses qui se sont imbriquées pour que finalement ça se passe pas exactement comme je le voulais. C'est que de un, mon matériel en fait ne me permet pas de me balader vraiment librement. C'est-à-dire que c'est mon iPhone d'un côté avec une application d'enregistrement, un espèce de micro-cravate de 3 mètres que je tendais vers les gens. Et en fait, déjà ça, au niveau de l'image que les gens perçoivent de nous en tant que, en tant que personne qui vient les interroger, ça crée un espèce de non-professionnalisme qui freine déjà les gens. Donc c'est vrai que j'ai déjà eu plus de mal à aller vers les gens en me disant bah oui mais en fait j'ai l'air d'un con avec mon micro et mon téléphone. Donc j'allais avant, au lieu de prendre les gens par surprise en disant hey bonjour c'est pour la radio, qu'est-ce que vous avez pensé du film, bah, j'allais prévenir les gens avant. Bah bonjour je m'appelle David, je vais faire le podcast pour Salle 9, du coup est-ce que ça vous tente de parler au micro? Et les gens disaient oui ou non. Donc il y avait une espèce de côté préparation, il n'y avait pas ce côté sur le vif en fait que je voulais donner à la base au carnet de bord. Et, et en plus de ça, en fait, je me suis rendu compte très vite que les bénévoles avaient tout le temps à peu près les mêmes réponses, ils avaient tout le temps à peu près les mêmes trucs à dire. Donc en fait, je me suis dit, je vais pas passer 5 jours en fait à donner
tes réponses, tout le temps les mêmes réponses, en fait, pendant 5 jours, ça n'aurait pas été intéressant pour les gens qui auraient écouté le podcast, d'entendre Marilyn, qui est là depuis 30 ans et qui va aller voir 20 films, d'entendre Gérard, qui est là depuis 10 ans, qui va aller voir 15 films, et j'arrivais pas trop à avoir de réponses plus élaborées que oui, non, peut-être, pas du tout, ce genre de choses. Et donc, voilà, bref, la ligne que je voulais donner au podcast, c'était pas la bonne. C'est pas ce que je voulais faire. Heureusement, 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 toute l'équipe de Cinébocage, l'équipe de CGR, ont été très volontaires pour passer derrière le micro, et j'ai pu remplir les cases grâce à ça. Donc on a des super entretiens de Catherine Cuvelier, qui est programmatrice et qui est employée de Cinébocage depuis des années, de Lucie, qui est chroniqueuse du coup, enfin qui est au micro de Salle 9 avec nous, et qui a eu un boulot monstre pour la sélection des films. Elle est programmatrice pour le festival, elle a eu un boulot monstre de programmatrice, de gestion d'arrivée, de départ des invités, des restaurants, enfin, elle a géré ça d'une main de maître. C'était vraiment, vraiment ouf. Elle a fait vraiment un truc de ouf. Elle était partout en même temps, tout le temps au téléphone, tout le temps à parler avec tout le monde. Vraiment, c'était très, très chouette. Elle a vraiment très, très bien géré ça. C'est vraiment bravo à elle. Je pense qu'elle nous écoute pas, mais bravo à elle. J'ai pu avoir au micro forcément Simon. Simon qui gère lui du côté cinéma, tout ce qui est régie, que tout se passe bien, que les tables de mixage soient au bon endroit au bon moment. Ouais, non mais c'est fou. C'est fou. Là, hier, je l'ai vue, elle était flinguée. J'espère vraiment qu'elle va pouvoir se reposer parce que vraiment, c'est un rythme qui est éreintant. Et je pense que moi-même, quand je vois dans quel état je suis là au bout d'une semaine, j'imagine même pas si j'avais eu son rythme à elle, à quel point je serais vraiment en train de ramper, quoi. Donc vraiment bravo à elle. Donc Simon qui a géré tout ce qui est régie et organisation de son côté. On a Samy que j'ai pas beaucoup vu malheureusement, mais qui a aussi géré de son côté tout le côté technique, plutôt au niveau du hall, etc., pour que tout se passe bien. Il y a eu de gros tests en amont de tous les films pour que tous les films soient au bon format, pour qu'il n'y ait pas de problème de son, etc. Franchement, à l'époque, on le faisait pas autant, je vais pas vous mentir. Quand on a fait le festival il y a une dizaine d'années, on vérifiait pas le son de tous les courts-métrages, etc. On n'avait pas le temps, on n'était pas assez, et c'était pas assez bien organisé, et du coup, on lançait le court-métrage et on réglait le son au fur et à mesure pendant pendant le cours. Donc c'était vraiment la bonne franquette. Mais le fait de les voir vraiment s'organiser en amont et de voir que tout est organisé avant, ça fait vraiment plaisir. Et donc voilà pour Samy. Et puis ensuite, qu'est-ce que j'ai eu? J'ai eu Agnès et Jean-Guy qui sont les présidents de l'association, donc eux ils sont entièrement bénévoles, et ils vont chapeauter un peu le festival, ils vont rester un peu au-dessus de tout le monde. On a l'impression qu'ils font un peu, pas de la figuration, mais ça fait un peu chef des travaux finis, et en même temps il faut qu'ils soient là pour pouvoir prendre des décisions importantes, pour pas que les employés prennent des décisions qui seraient pas en accord avec le festival ou avec ce que pense l'association. Ils représentent les voix des autres bénévoles qui peuvent pas parler à leur place, donc c'est quand même important de les avoir au micro. Et puis ils ont été super sympas, ils ont parlé de plein de trucs. Donc ça c'était cool. J'ai eu 2 bénévoles qui étaient à l'accueil aussi du festival, qui étaient super sympathiques. Je ne me rappelle plus leur prénom, je vous laisse écouter les carnets de bord. Mais voilà, elles étaient super sympas, elles étaient là le premier jour pour prendre les abonnements, etc. etc. Euh, c'est aussi du taf d'être bénévole pour Jean Carmet et puis pour Cinébocage en général, parce qu'il y a quand même beaucoup de travail, c'est quand même presque du travail qui devrait être payé, entre guillemets, mais c'est les bénévoles qui s'en occupent. Et donc c'est beaucoup de taf, beaucoup d'organisation, et big up à tous les bénévoles qui étaient là, parce que vraiment, ça c'est pareil, ça a été vraiment bien chapeauté. J'ai eu Mathilde aussi, Mathilde qui gère les réseaux. Donc vous pouvez aller voir sur la page Facebook ou la page Instagram du Festival Jean Carmet, il y a toutes les photos. En parlant de photos, j'ai eu Gabrielle qui est la photographe officielle du photocall de cette année, qui est absolument adorable et qui est une artiste de talent. Donc je vous invite à aller regarder ses photos et puis ce qu'elle fait sur Internet. Et j'ai eu François aussi qui s'occupe de la régie. Alors lui, il n'a pas un boulot facile. C'est qu'à partir de 9h30, en fait, lui, il faut qu'il soit d'un point à un point B. Et en fait, il emmène tous les acteurs, les réalisateurs, les invités qui ont besoin de véhicules pour aller d'un point A à un point B. Voilà, que ce soit le restaurant, l'hôtel, le cinéma, aller se balader à Pétaouchnok. Voilà, s'ils ont un jour off, c'est lui qui gère tout ça.
Et puis, il gérait aussi tout ce qui était approvisionnement en vin, en verre, pour les ciné-apéros. Donc, il avait quand même beaucoup de taf aussi. Et puis, beaucoup de taf de stand-by aussi pour lui, hein. Il y a des moments où bah, le pauvre, il attend, quoi. Il attend que quelqu'un vienne lui demander de l'emmener à tel endroit ou tel endroit. Enfin, c'est pas un boulot facile non plus de rester à attendre, pas forcément les ordres, parce qu'il sait ce qu'il a à faire, mais sauf que ben, entre ben, le début du film et la fin du film, il sait qu'il doit amener un réal ou un acteur à tel endroit, puis le ramener à son hôtel ou l'amener au resto, et puis en attendant, bah, lui, il est obligé de patienter, quoi. Donc, c'est pas évident non plus quand t'es quelqu'un de dynamique et que t'as envie de faire plein de trucs. Mais voilà, donc c'est plein de personnes, il y a encore plein de monde, j'en oublie certainement, il y a des gens que j'ai pas eu au micro parce que j'ai pas eu le temps, ou parce qu'ils étaient pas présents, moi j'étais là le matin, ou en tout cas début d'après-midi, puis ensuite il fallait que j'aille bosser, bah, vous le savez, au cinéma de Bourbon-Lancy, donc, je suis parti dans les sécu de Bourbon-Lancy, euh, mais j'ai déjà réussi à avoir pas mal de monde au micro, j'espère que j'ai pas fait trop chier les gens, parce que c'est vrai que j'étais un peu derrière leur dos à dire hey, t'as 3 minutes, t'as 3 minutes, t'as 3 minutes. Donc bon voilà, je sais qu'il y en a certains qui étaient un peu saoulés de m'avoir sur leur dos jusqu'à ce que j'arrive à avoir leur interview ou leur entretien, mais en tout cas tout le monde s'est prêté au jeu, donc ça c'est plutôt cool. Et donc dans les gros entretiens qui vont sortir à partir d'aujourd'hui, et ben vous allez avoir, donc il y a Raphaël Thierry qui est déjà sorti, donc Raphaël Thierry il a joué dans Pauvre créature, dans L'Homme d'Argile, il a fait plein de séries, j'ai vu, il a joué dans Polar Park, il a joué dans Family Business sur Netflix, enfin voilà, c'est un gros acteur. Quand vous verrez sa gueule, vous le direz, ah bah oui, c'est vrai, c'est lui. J'ai eu donc Béranger Barry et Léon, ex-Braya, mais bon, malheureusement, voilà, on va essayer de s'arranger pour vous sortir l'interview, mais ça va être un peu compliqué, hein, cet entretien, il est vraiment pas propre, mais on va essayer de faire quelque chose avec. J'ai eu aussi Pablo Cotten et Joseph Rosé, qui sont les réalisateurs de La Récréation de Juillet, et franchement, ah bah voilà, c'est en ligne. Voilà, vous pouvez aller l'écouter, alors attendez que j'ai fini ça, mais vous pouvez aller l'écouter. Mais voilà, Pablo et Joseph, du coup, qui sont adorables. Ils étaient présidents du jury junior, donc c'est ceux qui vont aller récompenser le court-métrage des jeunes talents dans la série des courts-métrages, et donc ils chapeautent un petit peu les jeunes jurys. Ah bah tiens, j'avais oublié, j'ai eu Armand, c'est quelques jeunes jurys aussi, donc c'est des jeunes qui s'inscrivent et qui vont voter pour un court-métrage jeune talent. Et donc du coup, les présidents de ce jury-là, c'était Pablo Cotten et Joseph Rosé. Ils étaient vraiment adorables, ils sont vraiment, c'est des crèmes. Ils ont fait un super film en plus, donc voilà, je vous conseille d'aller voir ça, ça s'appelle La Récréation de Juillet, ça devrait sortir sur Canal dans pas très longtemps, je pense. Donc ça doit être dispo en DVD ou en Blu-ray, je pense, dans les magasins en ce moment, donc voilà, n'hésitez pas à aller voir ça. Et puis j'ai eu Megan Northam, comment je m'ai dit hier, Northam, allez écouter, elle le dit beaucoup mieux que moi, normal, c'est son nom de famille, mais elle a été pareil, adorable, on a 20 minutes d'entretien, on a parlé de plein de trucs, c'est vraiment une fille en or, elle a été super, et voilà, donc ça a été une semaine éreintante, mais une semaine de passion de cinoche, et ça faisait longtemps que j'avais pas vécu ça. Ça faisait longtemps que j'avais pas pu vraiment me fondre dans un 24 heures sur 24 de cinéma et de rencontres et de voir que l'intérieur de l'univers du cinéma, c'est pas forcément ce qu'on en pense, c'est pas les paillettes de Cannes, c'est pas, je sais pas, enfin, c'est pas le professionnalisme de la FNCF, enfin voilà, on peut faire un festival professionnel et en même temps convivial qui nous permet de discuter tranquillement avec tout le monde et de faire des choses sympas et vraiment c'était super. C'était vraiment super. L'ambiance était bah, à la cool, quoi, du début jusqu'à la fin. En tout cas pour moi, hein, je parle à mon point de vue de bénévole qui faisait un peu ce qu'il voulait. Voilà. Mais si je dois faire un petit bémol, et à personne, hein, ça ne concerne personne, mais en fait, on se rend compte que pour les professionnels, moi je suis arrivé hier matin pour ma dernière journée, je suis pas allé ce matin, vous le voyez, puisque je suis là. Il y a une dernière journée aujourd'hui avec la clôture ce soir. Hier matin, on sentait vraiment la fatigue chez tout le monde. Chez tout le monde, vraiment, on sentait la fatigue hier matin. Et c'est dommage que Mais je pense qu'au final, il restera que du bon, hein. Mais je pense que c'est dommage pour tous les professionnels qui se sont donnés à fond dans le festival d'avoir ce niveau de fatigue arrivé à la fin du festoche. Parce que je pense que tu profites beaucoup moins, mais alors beaucoup moins, de la fin de ton festival, parce qu'en fait, t'es tellement stressé au début que tu te donnes à fond les 4-5 premiers jours,
Et les 2 derniers, en fait, tu as une chute, parce que tu arrives tout doucement sur la fin, il y a moins d'organisation de dernière minute, il y a moins, tu vois, tu rentres dans une espèce de routine. Du coup, la fatigue, elle se fait plus présente, en fait, elle arrive à prendre le dessus sur l'adrénaline. Et en fait, les 2 derniers jours, je pense que vraiment, tu dois pas être bien. Parce que tu t'accumules, quoi. T'accumules les couacs, t'accumules la fatigue, t'accumules les coups de gueule, t'accumules les sauts d'humeur. Et du coup, on voyait qu'il voilà, il existait des tensions parfois un peu palpables entre certaines personnes du festival, pour des raisons qui parfois sont pas forcément justifiées, on sait pas forcément pourquoi, on est en colère, on sait pas pourquoi, parce que la fatigue est là, etc. Et donc c'est un peu dommage pour eux. Ça me fait de la peine pour eux qu'ils puissent pas profiter de leurs 2 dernières journées de festival à fond, parce que malheureusement les 5 premières ont été éreintantes, quoi. Mais voilà. Mais ça doit être le cas de tous les festivals, dans tous les cas, de tous les festoches, de tous les événements sur plusieurs jours. Tu te donnes forcément toujours à fond pour l'organisation, pour que ça démarre sur les chapeaux de roue. Et une fois que la routine s'installe, bah forcément, ton état de fatigue, lui, il va tout doucement prendre le dessus et tu vas, tu vas le ressentir, quoi. Donc voilà. Voilà, c'était mon petit retour sur le festival Jean Carmet. En tout cas, si vous avez l'occasion, vous êtes dans la région, n'hésitez pas, venez. Alors, je sais pas comment, parce que tous les hôtels sont pris par, par les artistes. Il reste très peu de chambres sur Moulins quand quand vous venez sur Moulins pour Jean Carmet. Mais en tout cas, n'hésitez pas à vous tenir au courant de la sélection. Il y a beaucoup de séances gratuites. Il y en a au moins déjà 3. Non, attends. Aide-moi, Simon. Combien il y a eu de séances gratuites pendant le festoche? Les ciné-apéros, ils sont gratuits, non? Ah non, les ciné-apéros sont payants, mais c'est l'apéro qui est gratuit, c'est ça? Ouais, voilà, c'est ça. Donc, ouais, c'est ça. Donc, la battle était gratuite, mais le reste des séances sont payantes, mais c'est pas très cher, c'est 7 € la place. Sinon, vous avez des carnets qui vous permettent d'avoir, enfin, des cartes qui vous permettent d'avoir 10 places d'un coup. Sélectionnez bien vos places en avance, prenez-les sur internet, parce que vraiment, je n'ai jamais vu le festival aussi complet. Je sais pas combien vous êtes d'entrées là sur l'année, je sais pas si vous avez dépassé l'année dernière ou pas, mais c'est fou. C'est fou de voir dès le début du festival autant de séances complètes. Là, l'ouverture, la clôture, c'était complet. Toutes les premières séances, c'était complet. Ah, allez. Moi, je pensais que j'étais dans les petits papiers, tu vois, que j'allais avoir des petites infos et tout. Tiens, d'ailleurs, et je te jure que ça me trotte, et je vous jure que c'est vrai. J'étais en train de discuter avec Lucie et Mathilde pendant le festival, et on était au comptoir professionnel, et il y avait un catalogue Jean Carmet qui traînait, et je voulais voir l'horaire d'un film. Et il était différent, ce carnet. Il était plastifié, un peu. Il était brillant un petit peu, et je me suis dit, tiens, c'est bizarre, celui-là, il est brillant. Et au moment où j'ai essayé de l'ouvrir, Lucie me l'a pris des mains, et elle m'a dit, ah non, celui-là, tu regardes pas dedans, c'est interdit. Et ils ont pas voulu me dire pourquoi. Et tout le monde m'a dit, ah non, mais celui-là, tu le regardes même pas, t'as même pas le droit de le toucher, et ils l'ont planqué. Et je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Et ça m'énerve. Et ça m'énerve au plus haut point. Et quand le festival sera terminé, la première chose que je fais, c'est que j'appelle Lucie, que je lui demande ce qu'il y avait dans ce putain de carnet. Pardon, dans ce lutin de carnet, sinon Twitch va me saquer. Mais vraiment, ça me trotte, parce qu'en plus j'ai dû faire ça jour 2 ou jour 3. Et depuis, j'y pense au moins 2-3 fois par jour, je me dis, mais qu'est-ce qu'il y a dans ce catalogue Jean Carmet qui fait qu'il est différent des autres? Et ça me perturbe. Ça me perturbe de ouf. D'ailleurs, je vous ai piqué votre catalogue avec les formats des films courts-métrages. Faudrait que je vous rende ça. Sans le faire exprès, c'était sur le bureau. Et je voulais avoir des infos sur les acteurs que j'allais avoir en entretien. Et du coup, je l'ai foutu dans mon sac. Et en fait, j'ai vu qu'il y a des annotations sur les courts-métrages avec les formats vidéo, 1.33, 1.66, etc. Donc, my bad si vous en avez eu besoin. J'aime bien piquer des trucs. D'ailleurs, il y avait un truc magique. Il y avait une loge au fond. Il y avait une loge au fond. Et quand tu rentrais dedans, t'avais du café, des fauteuils, des canapés et tout. Et un bol avec des M&M's. Et alors, c'était magique. Et si tu prends des M&M's, que tu t'en vas, que tu reviens, et ben il y a toujours des M&M's dans le pot. C'était les M&M's magiques.
il y avait tout le temps des M&M's dans le pot. Alors je sais pas, parce qu'il y avait jamais personne dans cette loge à chaque fois que j'y allais. Donc je prenais toujours une poignée d'M&M's et à chaque fois que je retournais dedans, il y avait de nouveau des M&M's. Alors comment ça se remplissait, je sais pas. Mais en tout cas, voilà, s'il manque des M&M's, ben c'était... Ah ouais, non, mais c'était fou, je me suis, mais vraiment, j'étais mais mort de rire, parce que en plus, le pire, c'est que j'ai fait l'expérience, quoi, de me dire, bon, bah, je vais prendre quelques M&M's, puis je reviens dans une demi-heure, 1 heure, 2 heures, et puis je viendrai en reprendre quelques-uns, et le pot était de nouveau, il était pas plein, tu sais, il y avait toujours un fond, mais tu voyais jamais le fond, en fait, du pot, quoi. Donc t'avais beau prendre des M&M's, hop, quand tu revenais, pouf, il y avait toujours le même niveau d'M&M's, et du coup, je trouvais ça très drôle, je sais pas qui remplissait, en tout cas, merci à la personne qui remplissait ce pot. Voilà, s'il manquait des M&M's, c'était sûrement de ma faute. Mais elles étaient très très bien, ces loges. Et puis voilà, merci aussi à l'espace Jean Carmet, on va finir là-dessus. Comment ça s'appelait le coin à l'extérieur du cinéma ça avait un nom spécial. La station, merci, la station Jean Carmet, où il y avait du coup un food truck qui était là. Enfin, au début, c'est un food truck, puis après, c'est devenu un stand de bouffe. Mais merci à eux d'avoir été là, parce que vraiment, les pauvres, ils sont restés dans le froid du matin jusqu'au soir, à attendre que les gens aient un tant soit peu la dalle ou aient envie d'un café. Et franchement, force à eux, parce que les premiers jours étaient pas faciles, il pleuvait, il faisait super froid. Et ils étaient quand même là jusqu'à au bien 22 h, 23 h, pour essayer de vendre des panini, des sandwichs et des pasta box. Donc vraiment, voilà, force à eux. En tout cas, je sais pas l'entreprise que c'était. Mais bravo à eux, ils méritent aussi un big up, eux, parce que ça devait pas être facile d'être à l'extérieur toute la journée. Voilà pour notre tour du festival Jean Carmet. Et il est temps que je vous parle d'un film que j'ai vu en avant-première. Quelques semaines maintenant. Parce que de temps en temps, on a le droit... parce qu'on a le droit, c'est tout, c'est comme ça. Non, parce que de temps en temps, on a ce qu'on appelle, nous, des... Là, je vais mettre l'image juste ici, est-ce que ça va marcher? Pas du tout, ça ne marche pas. Ça ne marche pas? Si, ça marche. Voilà. De temps en temps, on a des journées de prévisionnement qui s'appellent avec les CIBFC, donc les cinémas indépendants de Bourgogne-Franche-Comté, nous offrent la possibilité de venir dans un cinéma de Bourgogne-Franche-Comté quand il n'est pas trop loin, et de voir gratuitement des films en avant-première pour pouvoir après les proposer dans nos cinémas. Donc la plupart du temps, le but est de prendre des films qui sont un petit peu annexes, des choses un peu originales pour essayer de travailler dessus en amont et puis d'essayer de les sélectionner pour soit des séances spéciales, soit voir s'il peut correspondre à notre public, soit voilà, essayer de le travailler un peu comme on peut. Et donc le jour où j'ai pu voir Emilia Pérez en avant-première, où j'ai vu Les Barbares également, j'ai pu voir Miséricorde, le dernier film d'Alain Guiraudy. Alain Guiraudy, c'est le monsieur qui a fait L'Inconnu du lac, voilà, qui était déjà un film qui était interdit aux moins de 16 ans à l'époque, sur la relation secrète entre deux hommes homosexuels, et que je n'ai pas vu. Et donc j'étais impatient de voir ce film d'Alain Guiraudy, puisque moi je suis... on m'a toujours parlé en bien de L'Inconnu du lac, même si j'ai pas eu l'occasion de le voir. Et donc le film sort demain, nous sommes mardi 15, donc demain, mercredi 16, sort Miséricorde. Et donc c'est l'histoire d'un jeune homme joué par Philippe Skissil, d'un homme, qui débarque dans un petit village. Et donc on apprend très vite qu'il est là pour un enterrement, l'enterrement du père d'un ami, avec qui il a eu très certainement une relation amoureuse dont est au courant la mère de l'ami, donc la femme du défunt. Donc il y a déjà une ambiance un peu chelou qui s'installe. Et alors je vais pas vous en dire plus sur le scénario parce que ça serait vous gâcher la surprise, entre guillemets. Mais je me suis toujours promis que dans ces émissions, je serais pas forcément là pour vous dire que j'ai adoré un film, que c'est extraordinaire, qu'il faut aller le voir absolument, etc. On est dans un segment où je vous parle d'un film qui va sortir et que j'ai pu voir en avance. C'est le cas pour Miséricorde. J'ai pas aimé. Je n'ai pas aimé du tout.
J'ai trouvé ça nul à chier. Mais nul. Ça ne, ça ne dit rien. Ça ne veut rien dire. C'est de la provocation pure et dure. C'est vraiment de la provocation pure et dure. Les plans sont d'un ennui, mais d'un ennui. Les acteurs jouent mal. Ils ont pas envie d'être là. Le début du film, c'est un plan sur un pare-brise sale. On est à l'intérieur d'une voiture et on conduit dans un petit village, mais ça doit durer. Ça dure une plombe, ça dure au moins 5 minutes. Où on conduit à travers un pare-brise sale. À la fin, j'avais la gerbe. C'était terrible. Terrible, terrible, terrible. Qu'est-ce que fout Catherine Fro là-dedans? Catherine Fro qui joue une mère complètement perdue. Enfin. Pourquoi? Moi, quand je vois un truc comme ça, je me dis, le mec, il veut juste faire de la provoque. Pourquoi faire des films pas agréables comme ça, quoi? Tu le sais, en fait. Tu le sais que tu vas proposer un film qui est pas agréable pour ton spectateur. Alors, il va y avoir de la branlette intellectuelle, hein, c'est sûr. Oui, mais il a voulu signifier l'antéchrist, le machin, le truc. Non, non, ta gueule. Si, enfin, je veux dire, au bout d'un moment, moi enfin, on en a vu plein des films qui sont très intelligents, qui parlent de sujets subversifs ou qui parlent de choses qui peuvent mettre mal à l'aise. Mais là, c'est du début à la fin, le personnage, c'est presque. En fait, on a l'impression que c'est le diable qui vient pour provoquer chacun des personnages de l'histoire pour le pousser à la tentation, en fait. Et en plus, il y a ce curé là, mais enfin, en plus, c'est une. Comment dire? En ce moment, on est en pleine polémique. On le sait, ça fait des années, on est en polémique avec la religion. On est en polémique avec la religion pour des problèmes de pédophilie, pour des problèmes d'abus politiques, pour des problèmes de plein de choses. Il y a plein de sujets qui vont pas dans la religion. Je suis pas croyant de mon côté, mais il y a plein. Je connais du monde, et David s'en cache pas, on en a parlé hier dans le podcast. David est catholique, il est catholique pratiquant. Ça en fait pas quelqu'un de méchant, ça en fait pas quelqu'un de buté. C'est quelqu'un qui trouve que les relations libres c'est très bien. C'est quelqu'un qui est ok pour l'avortement. Enfin, il y a des personnes qui baignent dans la religion et qui baignent pas dans toutes les pratiques anciennes en fait de la religion. Ils sont modernes, ils sont comme nous. Enfin, ils ont pas envie de ils ont pas envie de faire chier les autres, quoi. Ils sont juste dans la religion parce que ça leur permet de, de, de discuter avec, entre guillemets, avec une force supérieure. Je veux dire, c'est comme les gens c'est un peu comme les gens qui tirent les cartes ou qui voient des signes dans les oiseaux qui volent, tu vois. C'est essayer d'avoir une croyance pour se rapprocher de quelque chose de plus grand que nous, tu vois. Et là, vraiment, on sent qu'il a pris la religion dans ce film-là et qu'il a voulu la tordre au maximum pour montrer ah vous avez vu la religion c'est pas bien, c'est que des gros pervers, c'est que des gens qui pensent qui poussent les gens à faire le mal, machin, etc. Et je ne comprends pas l'intérêt de ce film. Donc il y a une interview de Alain Guiraudy qui est sortie il y a pas longtemps, je vais aller l'écouter. Je voulais pas l'écouter avant de vous faire l'émission parce que je voulais vous donner vraiment mon ressenti au moment où j'ai vu le film et pas changer d'avis en disant ah bah oui mais en fait j'ai lu le truc et en fait ça prend du sens parce qu'il a voulu faire ci ou ça. Donc là mon avis sur le film sans le rapport au réalisateur c'est j'ai pas aimé du tout et je ne vous conseille pas d'aller le voir. C'est vraiment pas genre faites-vous votre avis. Je ne vous conseille pas d'aller le voir. Demain il y a plein de films qui sortent, plein de bons films qui sortent. On va faire le tri ensemble mais franchement, si votre premier choix se porte sur Alain Guiraudy, moi je comprends pas. À moins que vous soyez justement dans ce côté subversif et que ça vous plaise. Mais demain, il y a L'amour ouf de Gilles Lelouch qui sort. Il y a Sauvage de Claude Barras qui est un magnifique film d'animation. Il y a C'est le monde à l'envers qui est une super comédie de Nicolas Vanier qui va être, à mon avis, qui va avoir pas mal de succès. On a Bambi qui est un docu-fiction avec de très très belles images. J'ai pu le passer en avant-première, les gens ont adoré. Vous avez Smile 2, si vous aimez les films d'horreur, vous sortez de Terrifier, bah hop, vous allez voir Smile 2. Il paraît que les premiers retours sont plutôt bons. Pour les tout petits, vous avez Croquette le chat merveilleux. Il y a Barbès Little Algérie que Télérama a adoré. Harold et le crayon magique, MacPat, enfin la chanson de Jérôme sur l'histoire de Jérôme Laronce qui a été tué par les flics lors d'une manifestation pour les agriculteurs. Enfin,
Demain, vous avez une sélection de films qui sort qui est absolument dingue, et en plus de ça, vous avez encore de très bons films en salle. Laissez le temps à Miséricorde, vous irez le voir plus tard. Si vraiment, vraiment, vous n'avez plus rien d'autre à regarder, et que vous voulez aller voir tous les films qui sortent, je vous en supplie, donnez de la place aux autres films avant d'aller voir ça, quoi. Je suis désolé, peut-être que voilà, si je fais un réel là-dessus et que Alain Guiraudy tombe là-dessus, il va m'en vouloir, même peut-être le distributeur va m'en vouloir, mais je peux pas, il faut que je sois honnête de temps en temps, quoi. Je peux pas parler que des bons films tout le temps, j'ai envie de vous donner envie d'aller au cinéma, je viens de le faire, en vous parlant de L'amour ouf, en vous parlant de Sauvage, je viens vous donner envie d'aller voir d'autres films, mais celui-là, non, essayez de passer à côté, c'est donner de la voix à des financements de films qui n'ont pas lieu d'être. Enfin, je veux dire, même Jean-Baptiste Durand, qui a fait, donc il est réalisateur, c'était le réalisateur de Chien de la Casse. Jean-Baptiste Durand, là-dedans, il est pas bon. C'est pas un bon acteur. J'ai l'impression de regarder un film étudiant. La façon dont jouent les gens, il n'y a aucune interaction entre les deux. Il y a un temps de pause entre chaque dialogue. Il n'y a pas de tac au tac. Le montage est dégueulasse. Enfin, et puis alors tu le vois 14 fois dans le film, tu le vois redescendre cette espèce de colline là où il va chez son voisin qu'il essaye de choper alors que le mec est même pas gay, enfin, je comprends pas. Je ne comprends pas ce film. Voilà. Donc c'était mon avis sur Miséricorde. En vrai, j'ai pas envie que vous alliez le voir et en vrai, j'ai envie d'avoir votre avis parce que je pense qu'il y a plein de gens qui vont m'envoyer chier en disant oui, t'as pas compris, en fait, c'est du génie, parce que si, parce que ça. Peut-être. Moi, je ressortais de Les Barbares et d'Emilia Pérez. Et ben, Miséricorde, non, quoi. Quand t'as vu Les Barbares, qui est une super comédie sociale, avec des acteurs qui ont envie d'être là, qui jouent bien, qui participent, on va dire, à la généralisation d'un sujet qui est quand même assez discordant sur l'arrivée des réfugiés dans les villages, etc., qui est quand même hyper intéressant. Euh, Emilia Pérez, qui est d'une beauté sans pareil, d'une réalisation originale avec des plans de caméra absolument dingues, des décors qui sont fous, des actrices mais qui sont au-dessus de tout. Et bien sûr qu'elles les méritent, mais elles méritent la standing ovation, bien sûr qu'elles méritent leur prix d'interprétation féminine. Là, on est sur quelque chose de cinématographiquement intéressant. Mais Miséricorde, y a rien. Enfin, moi, je n'ai rien vu. J'ai cherché, je peux pas vous mentir, j'ai cherché pendant le film. Je suis quelqu'un qui cherche pendant les films qu'il n'aime pas une raison de l'aimer. Je vais aller chercher les plans, je vais aller chercher des trucs un peu jolis, je vais aller chercher des dialogues savoureux, je vais aller chercher des blagues qui fonctionnent. Là, il n'y a rien qui marche. Il n'y a rien qui a fonctionné sur moi, là. Je n'ai rien engrangé comme information intéressante et comme plaisir lors du visionnage. Et là, c'est pas normal. Il y a un truc qui va pas. Mais bien, ouais, non, mais ça c'est sûr, la frontière entre le génie et la bouse est très fine. Mais c'est sûr, Alain Guiraudy, à l'époque, il a sorti L'inconnu du lac, qui a eu une ovation presse absolument dingue. Et public aussi, d'ailleurs. Euh, et je vais aller voir s'il y a des notes sur Miséricorde. Alors, là. Est-ce qu'il y a déjà des notes? Eh non, personne n'en a parlé encore de Miséricorde, c'est marrant. Les critiques presse sont même pas encore sorties. Alors je sais pas s'ils le font, parce que par exemple, on a L'amour ouf qui sort demain. Ah non, ok, les critiques, mais pourtant, ah oui, les critiques ne sortent que le jour même. Je sais pas ce qu'a pensé Télérama. Est-ce qu'on peut avoir un avis de Télérama? Non, on n'a pas l'avis de Télérama non plus. C'est quand même bizarre. C'est quand même bizarre, par exemple, que tout le monde parle de L'amour ouf en ce moment, puis que personne ne parle de Miséricorde. Ça me paraît un peu bizarre quand même. Mais bon, voilà, après, je vous dis de pas aller le voir. En même temps, faites bien ce que vous voulez, hein. C'est votre choix. C'est votre choix. Mais je regarde quand même ce qu'ils ont pu penser. Ils ont appelé ça un thriller en plus. Enfin, pour moi, c'est un drame. Enfin, j'en sais rien. Alors, qu'est-ce que dit Wolf Raphaël, hein, qui n'a absolument aucune.
Alain Guiraudy emporte les habitants d'un village reculé dans une spirale existentielle géniale. Flirtant avec le thriller, le film autant terrien que métaphysique questionne le pardon, la culpabilité, la responsabilité avec un personnage de prêtre incroyable. Faux. Non, en vrai, c'est toujours pareil, c'est peut-être moi qui n'ai pas compris. C'est peut-être moi c'est peut-être moi qui n'ai pas compris. Il y a des choses qui sont complètement illogiques dans ce film. Les flics qui rentrent en pleine nuit dans les maisons pour aller surprendre les gens. Enfin, je comprends pas. Ce prêtre qui le pousse au vice. Pourquoi? Je comprends pas. La Catherine Fro qui voit exactement ce qui se passe, et elle sait exactement ce qui est en train de se passer, et pourtant elle pardonne. Pourquoi? On sait pas. Enfin bref, voilà, bref, c'était Miséricorde, ça sert à rien d'aller au-delà de ça, parce que finalement, c'est pas vraiment intéressant d'aller trop loin là-dedans, et de lui faire de la pub alors que je l'ai pas apprécié plus que ça, quoi. Mais voilà, je voulais quand même vous en parler, parce que c'est des films qui sont quand même... qui ont leur place à un moment dans une salle de cinéma, quoi. Donc il faut aussi en discuter, dire ce qu'on en a pensé. Ça m'arrive rarement, hein, de donner un avis catégorique sur un film. Miséricorde, moi, pour le coup, c'est complètement pas ma came, quoi. Ça ne me touche pas du tout, quoi. Donc voilà, c'est quand même... Je sais pas. J'attends vraiment l'avis de quelqu'un que je connais qui pourrait me dire tiens, bah si, en fait, t'as pas vu ci, t'as pas vu ça, et peut-être que je changerai d'avis, peut-être à le revoir un jour, mais j'ai tellement de films à voir que je vois pas pourquoi je regarderais celui-là une deuxième fois. Alors que pour le coup, l'histoire de Soleiman, qui est le film qui est sorti la semaine dernière, vous pouvez aller voir en salle dès maintenant. Je sais pas si vous le passez, vous, Simon, tout de suite, ou si vous le reprenez plus tard via Ciné Bocage. Mais l'histoire de Soleiman, par contre, c'est vraiment, 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 vraiment très bien. C'est l'histoire de Soleiman, qui est ce jeune homme là qui est sur l'affiche, qui est un réfugié de Guinée et qui travaille en tant que livreur Uber, mais via le compte de quelqu'un d'autre, puisque vu qu'il est réfugié, il peut pas travailler en France légalement, donc il loue un compte Uber. Donc en fait, en gros, sur ce qu'il gagne, il reverse une partie à la personne qui lui loue le compte. J'ai la chaise qui recule. Et Suleiman, du coup, va essayer d'avoir ses papiers pour pouvoir rester en France, pour pouvoir travailler. Et pour ça, il doit passer dans un bureau dans lequel il va devoir expliquer son histoire, et en fonction de la véracité et de l'importance de son histoire, et de la comment dire, la légitimité pour lui de rester sur le territoire français, il va pouvoir obtenir ses papiers. Donc on va passer avec lui quelques journées où il va se répéter en fait cette histoire. Il va essayer de s'entraîner en gros à raconter son histoire, ou une histoire en tout cas, pour essayer de convaincre la personne qui sera en face de lui pour essayer de rester en France. Et c'est un film qui est criant de vérité. Pour le coup, Miséricorde, on peut pas lui refuser ça, il y a quand même quelques jolis plans. Il y a quelques jolis plans qui sont très réfléchis sur les forêts automnales françaises. Voilà, il y a une partie quand même qui est quand même... Voilà, c'est joli à regarder par moment. Suleiman, on est plutôt on est quasiment sur du docu-fiction, c'est-à-dire que vraiment les plans sont là pour appuyer le propos de façon la plus naturelle possible. C'est un film qui va être très naturaliste dans ce qu'il a à montrer, mais qui va être très touchant dans ce qu'il a à dire. Et c'est là que c'est important, c'est que c'est son histoire, effectivement, à lui qui est importante. Alors, son histoire à lui, puis l'histoire des gens qui sont autour de lui, parce qu'il y a énormément de second rôles autour de lui, mais qui vivent à peu près la même chose, en fait, tout simplement que lui. Donc, on s'attarde sur Soleiman, mais il y a énormément de monde autour de lui qui vit à peu près la même chose, qui sont des réfugiés de guerre ou des réfugiés politiques, et qui veulent simplement avoir leurs papiers, et en attendant, ils dorment dans des dortoirs. Et on voit leur vie à eux, voilà, qui sont obligés de se réveiller à 5h du matin, alors qu'ils se sont couchés à minuit parce qu'ils ont bossé comme des tarés. Et il faut qu'ils se réveillent à 5h du matin pour appeler le 115 pour essayer d'avoir une place dans un refuge pour le soir même. Le mieux, ça serait d'avoir le même refuge pour pouvoir laisser ses affaires jusqu'au lendemain. Mais parfois, on n'a pas le choix, on est obligé d'aller ailleurs. Parfois, on n'a pas accès au petit déjeuner. Parfois, on n'a pas accès à toutes ces choses-là. Et puis, il faut vivre avec le stress permanent d'avoir son compte Uber coupé, de reverser la moitié à celui qui nous le loue. Enfin, c'est hyper intéressant. On apprend plein de choses.
c'est touchant, la scène finale dans le bureau est absolument extraordinaire. Donc voilà, je ne peux que vous conseiller d'aller voir l'histoire de Soleiman, qui est actuellement en salle dans beaucoup de salles de France, hein. Il a quand même gagné le prix d'interprétation pour le meilleur acteur et aussi le prix du jury pour Un certain regard, donc le festival annexe au festival de Cannes. Donc voilà, il mérite vraiment, vraiment les entrées. Et j'en profite pour faire la pub pour ce qu'on appelle les coups de cœur surprises. Parce que normalement, si vous avez une salle arrêt essai près de chez vous, vous avez la possibilité d'avoir... Hop, je vais vous montrer ça tout de suite. Ah, vous le sortez le 6 novembre, ok, ça marche. Alors les coups de cœur surprises, moi je fais ça depuis 3 saisons maintenant. C'est possible de le faire pour tous les cinémas arrêt essai. Tous les cinémas qui font partie de la classification RSC ou qui la veulent et qui veulent participer avec l'AFCAE. Le film surprise en avant-première, c'est un film que vous allez proposer aux spectateurs, que nous on propose aux spectateurs, vous venez le voir, c'est forcément un film en avant-première, c'est forcément un film soutenu par l'AFCAE. Allez, c'est bon, il est sorti. Non, toujours pas. Je suis désolé, c'est le café. Donc il est forcément en avant-première, il est forcément à réessayer, et on va vous proposer un film surprise. Donc nous, on va avoir une sélection entre 3 et 5 films à peu près. On va en choisir un. On appelle le distrib, on dit voilà, ton film va être en coup de cœur surprise chez nous. Il nous file les KDM, il nous file le DCP, et on le propose. Et le spectateur ne sait absolument pas ce qu'il vient voir. Et c'est hyper intéressant comme expérience. Alors moi, je ne la vis pas, malheureusement, parce que je suis toujours au courant de ce que je diffuse. Mais en tout cas, les retours des gens sont vraiment super bons. On a passé plein de trucs. On a passé du film d'animation, on a passé du documentaire, on a passé du drame, on a passé du thriller, on a passé de la comédie musicale. On a passé plein de trucs via ces films surprises. Et ce qui est bien, c'est que les gens sortent de la salle en disant bah, je serais jamais allé le voir si j'avais su ce que c'était. Mais le fait de l'avoir vu, eh ben, j'en suis super content. C'est vraiment un super film, quoi. Ça a été le cas pour, par exemple, l'histoire de Suleiman. C'est le dernier coup de cœur surprise qu'on a passé. Et les gens ont surkiffé, quoi. Vraiment, les gens ont adoré et m'ont dit, mais tous, ils m'ont dit, ben franchement, on serait pas allé le voir si on avait vu la bande-annonce ou l'affiche, parce que ça paraît être un drame assez classique, mais en fait, on a été pris au cœur par le film, quoi. Donc vraiment, essayez de tenter l'expérience. J'ai une toile d'araignée sur ma webcam. Essayez de tenter l'expérience vraiment de ces coups de cœur surprises là. Allez-y, foncez. Faites-le au moins une fois en espérant que votre cinéma sélectionne des films qui vous correspondent aussi. C'est un peu le deal quand vous y allez. C'est voilà, parfois de tomber sur des films que soit vous allez moins apprécier, soit qui vont tomber un peu à côté. Mais la plupart du temps, l'expérience en elle-même fait que vous allez aimer le film. En fait, c'est un peu bizarre comme truc, mais en gros, quand on vous offre un cadeau à votre anniversaire et que vous savez pas ce qu'il y a dedans, la plupart du temps, quand vous ouvrez le truc, vous êtes quand même content de ce qu'il y a à l'intérieur, en fait, parce que l'effet de surprise, en fait, l'effet de petits bonbons cadeaux comme ça, où on ne sait pas ce qu'il y a à l'intérieur, ça crée forcément un sentiment de bonheur, en fait, quelle que soit la surprise qu'il y a à l'intérieur. Et ben là, c'est pareil. Le film surprise, à moins que ce soit des trucs choquants, la plupart du temps, les cinémas vont pas aller taper dans le truc choquant. Ils vont pas aller taper dans le moins de 12 ou le moins de 16. Enfin, le but, c'est quand même de sortir un film que tout le monde, qu'une grande généralité de personnes va apprécier, quoi. Donc voilà, le film surprise, c'est vraiment une super expérience. Je voulais en parler parce que j'ai passé Suleiman en séance surprise, c'est à cette occasion-là que j'ai pu le voir en avant-première. Et du coup, ben voilà, ça me permettait de vous en parler pour que vous puissiez peut-être trouver un cinéma autour de chez vous qui vous le fasse. La première, c'est en fait c'est tous les premiers lundi et mardi de novembre. Donc votre cinéma va choisir soit le lundi, soit le mardi avec un horaire spécifique et il va le diffuser à ce moment-là. Nous, on a choisi le lundi soir, le lundi 20h30. Donc là, le prochain, nous, c'est le 4 novembre. Et on n'a pas encore sélectionné les films. Et dans tous les cas, je vous aurais pas dit ce que c'était. Mais en vrai, c'est quand même super intéressant. Je trouve que l'expérience est vraiment bonne. Ça existe depuis la sortie du Covid. Ils ont inventé ça quand le Covid a été... Enfin, quand le Covid était assez loin pour qu'on puisse rouvrir les cinémas. Et voilà. Donc du coup, c'est une belle expérience. Ils ont inventé un beau truc. Il y a pas mal de cinémas qui le font aussi. Faut pas se leurrer, qu'ils le faisaient avant que l'AFCAE ne le fasse de façon officielle, mais l'avantage de l'AFCAE, c'est que du coup, la sélection des films est déjà préfaite. Vous n'avez pas à aller fouiller, vous n'avez pas à appeler les distribs en disant qu'est-ce que tu as à me proposer en avant-première, etc. T'as pas à passer un film qui est déjà sorti avec le risque que quelqu'un l'ait déjà vu. Donc là, on est vraiment sur... on est vraiment sur une sélection bien préfaite, voilà, etc., etc.
Donc à essayer peut-être un jour pour vous. Alors, je vais te dire ça. Je vais te dire ça. Normalement, tout le monde peut le faire. Mais il est possible qu'il faille que tu aies au moins le soutien à RSC. Mais normalement, vous l'avez via Cinébocage, vous. Vous devez être à RSC, je pense. Alors, en janvier 2021, l'AFCA avait souhaité proposer à ses salles adhérentes une nouvelle action avec la mise en place du coup de cœur surprise. Ah non, tu vois, c'est les salles adhérentes. Donc il faut que vous soyez adhérent à AFCA, mais normalement, Cinébocage l'est. Hein. Nous, on a juste le label jeunesse. Hein. Donc normalement, vous l'avez aussi. Mais je pense que via Cinébocage, vous devez être adhérent. Vous devez être adhérent, je pense. Regardez ça. Mais... Depuis 2022, la part collective vient enrichir le pass culture pour faciliter la compréhension et l'utilisation de cette part collective. L'AFCA a élaboré une présentation disponible en téléchargement. Ouais, ils expliquent pas, mais je pense que à partir du moment où tu as un label, normalement tu es adhérent. Je pense. Après, à vous de essayer de voir avec Cinébocage pour vous renseigner, mais j'avoue qu'à mon avis, en plus, vu que vous avez un hall assez adapté, nous, on peut pas trop. Mais je pense que chez vous, nous, on va essayer de le mettre en place bientôt, mais tu sais, ce qui peut être bien, c'est derrière de faire le film surprise et puis, tu sais, un petit coup à boire, quoi. Un genre de ciné apéro, tu vois. Il faut toujours faire un segment avec un truc en plus à côté. Nous, on a une population qui aime bien rentrer tôt. Donc, la plupart du temps, après le film, ils osent pas trop rester. Ils ont envie de rentrer chez eux. Mais vous avez une population un peu plus jeune. Alors, ça peut être possible d'avoir des gens qui viennent pour la séance surprise et qui derrière ont envie de boire un coup avec vous, des choses comme ça. Ça peut être plutôt cool. Donc, voilà, à tenter de votre côté si vous le pouvez. Ce qui est bien, c'est qu'on peut discuter tranquille. C'est pas comme si on était en concurrence, quoi. Donc, hop. Et voici le dernier sujet. Alors après, on va faire des petites news, je pense, vite fait. Je vais essayer de voir. Il y a quelques trucs qui m'ont intrigué quand même dans ce qui est sorti, récemment. Donc on ira peut-être faire un petit tour vite fait du côté des news, mais pas très long. J'ai vu la Star Academy samedi. On va revenir vite fait sur les audiences. Je vais vous retrouver les audiences parce qu'elles sont quand même, c'est quand même pas terrible. C'est quand même dommage. C'est quand même dommage parce que c'était pas terrible. On pensait que ça allait avoir du succès, puisque l'année dernière, finalement, les gens avaient quand même bien aimé le final de la Starac et tout. Mais c'est vrai que on a eu cette ambiance. Alors attends, quel jour on est? Ça doit être. Non, samedi. Samedi, on était le 12. Ça doit être là. Voilà. Donc, la Star Academy a fait 3 198 000 spectateurs, enfin téléspectateurs, donc samedi soir, sachant qu'il a été dépassé par 100% logique à 3 millions 2 et Meurtre sur la Côte Bleue à 4 millions 6. On n'a pas les chiffres du replay. C'est-à-dire que là, les gens ont peut-être pas forcément regardé samedi, mais vu qu'il n'y avait pas d'émission le lendemain, c'est pas impossible que les gens aient regardé le live en replay le dimanche pour commencer l'aventure dès le lundi, donc hier, en live, donc le Star Academy, le fameux Star Academy Live qu'on peut regarder sur TF1+. Donc vous avez les caméras autour du jour, et puis forcément le débrief tous les jours, du lundi au vendredi. Les audiences vont tomber dans la journée, ça sera intéressant de regarder un petit peu ce que fait l'émission tous les jours, mais voilà, donc vous avez donc des nouveaux participants maintenant de la Star Academy, ils sont 16, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 14, 15, ils sont 15. Ils sont 15 cette année. Est-ce que je peux vous mettre ça là? Oh, ça doit être très désagréable pour vous ce que je viens de faire. Hop là. Tac. On va effacer ça. Hop là. Est-ce
que je peux essayer de faire un truc dans ce genre-là? Hop, d'agrandir ici. Voilà. Hop là. Les voici, les voilà, les beautés de la Star Academy de cette année. Ce qui ressort principalement de ce que j'ai pu voir, c'est qu'ils ont déjà tous quasiment un talent inné pour la chanson. L'année dernière, il y avait des participants qui sont partis relativement vite quand même, mais il y a eu des participants qui avaient une envie d'amélioration, mais qui n'avaient pas du tout le niveau pour commencer l'aventure, et donc qui du coup ont appris à chanter, à placer leur voix, etc. Ils avaient un potentiel. Là, ici, il n'y a vraiment pas cette histoire de potentiel. Ils ont tous une très jolie voix dès le début. Ils ont envie de se donner, en fait, de danser, de chanter. Enfin, il y a ce côté chaud cette année qu'il n'y avait pas l'année dernière, où on avait plus un groupe de potes, finalement, qui étaient là pour s'amuser et puis donner un peu leur maximum pour essayer de sortir du lot et puis d'aller jusqu'au bout de l'aventure. Là, dès le début, il y a un côté très compète, on le sent. Il y a des personnalités qui veulent gagner absolument. Et ça risque de créer des tensions. Alors je pense que ça, dans tous les cas, TF1, ils vont s'en lécher les babines, puisque c'est ce qui va créer le buzz, c'est ce qui va créer des vidéos intéressantes sur les réseaux pour faire de la communication. Sur ce que j'ai pu voir sur Twitter, etc., c'est qu'effectivement, les gens vont adorer, détester les personnages de cette année et les comparer à la saison de 2023 qui était THE saison. Alors, faut dire, les audiences n'étaient pas forcément extraordinaires, mais les gens se sont énormément attachés aux candidats de l'année dernière comparé à l'année encore avant, il y a 2 ans, où vraiment la gagnante était insipide, on n'en entend plus parler. Alisha, je crois, elle s'appelait. Elle s'appelle d'ailleurs, elle s'appelle toujours Alisha, elle n'a pas changé de prénom. Alors que Pierre Garnier, il est quand même toujours apprécié, il vient d'être disque d'or, disque de platine aussi, je crois, au niveau du nombre d'écoutes. Il y en a 3 ou 4 dans les finalistes qui sont en train de préparer leur album, qui ont déjà sorti un single. Donc il y avait quand même un attachement du public de ces personnages-là qui fait que ils auront peut-être une petite carrière, alors qu'il y a 2 ans, pas du tout. Et alors cette année, on vient de commencer, la première émission était hier, donc on a eu les premiers cours finalement hier. On verra ce que ça donne le samedi. Moi, je regarde pas les émissions au fur et à mesure, hein. Je regarde pas les émissions tous les jours. Je regarde que le samedi, le prime time, où il y a 1 ou 2 éliminés, voilà, en fonction, je crois que c'est 1 éliminé. Non, il y a 2 éliminés, 1 par le public et 1 par le jury. Enfin, je sais plus comment ça se passe, enfin bon, bref, on s'en fout. Donc on verra ce que ça donne, voilà, on verra ce que ça donne sur l'année. Est-ce que j'ai des petites préférences? Alors, j'ai beaucoup de mal avec Paul, donc qui est ici. Alors, est-ce que je vais réussir à vous le montrer? Là. C'est lui tout à gauche, là. Voilà, j'ai un peu de mal avec ce petit gars-là qui est très, qui aime bien se mettre en avant et qui risque de dire pas mal de conneries, en fait, à vouloir faire l'intéressant. Je trouve que Marguerite, donc qui est tout en bas, a une personnalité qui est intéressante de ce que j'ai pu voir. Charles a, pour l'instant, pareil, ce que j'ai pu voir sur les réseaux, a toute la sympathie du public et a aussi également le talent pour pouvoir aller très très loin. Marine également, Maëlys chante très bien. Maceo a pareil un potentiel sympathie, alors il chante déjà très bien et il danse déjà aussi très bien. Donc ça, il va avoir énormément de facilité, mais il ne faut pas oublier que c'est le public qui vote à la fin. Et peu importe ton talent, si le public ne t'aime pas, tu dégages. Ça a été le cas de Lenny l'année dernière, qui était mes grandes favorites pour gagner la Star Academy de l'année dernière, parce qu'elle savait chanter, parce qu'elle savait danser, mais le favori du public l'a remporté par rapport au talent. Et je ne sais plus qui était face à elle, je ne me rappelle plus de son prénom, mais du coup, il a gagné parce qu'il avait la sympathie du public, parce qu'il avait une communauté derrière lui qui le soutenait, et donc du coup, il a eu droit de rester une semaine de plus. Et Lenny a dégagé. Ça n'empêche pas que Lenny est en train de préparer son album et qu'elle fait de la pub pour de la crème de jour coréenne, alors qu'on n'entend plus parler de l'autre. Donc, gagner la Star Academy, c'est pas gagner la Star Academy, ça te permet juste d'avoir une contrepartie du côté de chez TF1 et du studio qui va, je crois que c'est Universal qui te prend sous son aile pour te faire un album.
Donc ça, bah, c'est tout bénef. Mais par contre, pour les finalistes, ça ne les empêche pas finalement de pouvoir faire des albums derrière, de signer quelque part s'ils ont une grande maison de prod qui croit en eux et qui va leur permettre de faire un peu de zikmu, voilà, et puis un petit concert, etc. Parce que le potentiel album, c'est très bien, mais par contre, il faut un potentiel concert, il faut un potentiel clip vidéo, il faut un potentiel, voilà. Donc il faut avoir une personnalité quand même assez intéressante pour pouvoir faire tout ça, même si maintenant la musique a changé et que foutre sa musique en streaming, ça peut déjà te rapporter gros. Si tu as apprécié du public, je vois que Pierre fait déjà des concerts, il y a plein d'artistes de l'année dernière qui en font pas pour l'instant, qui ont juste balancé des EP ou des débuts d'albums sur les plateformes d'écoute. C'est des personnalités que je vois pas faire des concerts. Alors, en tout cas, moi, j'irais pas payer pour voir un concert de ces gens-là. Autant je me dis, bah tiens, Pierre Garnier, s'il passe dans le coin et que la place est pas trop chère, ben pourquoi pas? Parce enfin voilà, il a tout ce qu'il faut pour créer de l'ambiance sur scène. Mais alors, il y en a d'autres. Elena, par exemple, j'adore ce qu'elle fait. C'est mignon ce qu'elle chante, il n'y a pas de souci, mais je me vois pas aller voir un concert d'Elena, quoi. Donc voilà. Avec les plateformes d'écoute, avec la fin des clips vidéo à la télévision, ce genre de truc, il y a quand même maintenant une grosse différence en fait de carrière de ces télécrochets là qui durent sur plusieurs semaines. D'ailleurs, il faudrait qu'on en parle, il faudrait qu'on revienne dessus. Mais alors l'échec total de Popstar sur Prime. C'est quoi cette idée de merde de sortir 4 épisodes la première semaine et 4 épisodes la deuxième semaine? Il est où l'affect avec les personnages? Elle est où la conception de l'album? Et l'entraînement, y a rien, y a rien, y a rien, y a rien. Y a aucune osmose entre les 4 meufs. Elles ont sorti 4 titres et fait un concert en showcase privé avec tous les invités de chez Amazon. Et depuis, on n'en entend plus parler. Si, ils ont fait de la com en story il y a pas longtemps, en espérant faire quelques écoutes, mais là, le deal, il est pas bon. Le deal, il est pas bon parce que, en fait, ils ont pas joué sur la durée. Là, la Star Academy, si ça marche aussi bien, et si t'as envie d'écouter le premier titre du chanteur à la fin, c'est parce que t'as un affect. Tu t'es attaché à lui, ça dure entre 12, 15, 16 semaines. C'est énorme. T'as le temps de t'attacher à ces gens-là. Mais en 2 semaines. Parce que faut pas le croire, enfin nous on binge-watch, faut pas se leurrer, on va pas regarder un épisode par semaine alors que t'en as 4 de sortie. T'as lancé un épisode, en plus Prime t'incite à regarder le suivant, donc bah tu regardes la suite, toi t'en as pour une soirée, tu regardes tes 4 épisodes de 40 minutes, ça te fait ta soirée de 21h à 23h. Bon bah voilà, merci, au revoir quoi, t'as regardé tes 4 épisodes, tu les as la semaine prochaine, t'as les 4 d'après, et puis voilà, c'est terminé, y a plus Popstar. Enfin, c'est complètement illogique comme façon de faire quand tu veux créer un groupe de musique, ou alors c'était un deal avec Warner et que c'est à Warner normalement de gérer la communication autour du groupe quoi. Peut-être que c'est le deal aussi avec Prime. Prime a dit écoutez, nous on sort 8 épisodes de Popstar, et après vous vous débrouillez pour le reste, quoi. Ça c'est possible aussi. Mais à ce moment-là, c'est un peu dégueulasse de la part de Prime d'avoir tout balancé comme ça d'un coup et de laisser Warner se débrouiller avec un groupe qui a à peine quelques millions de vues, sur milliers, même à mon avis, ça va même pas se compter en millions, mais quelques milliers de vues sur Prime, quoi. Enfin bon, ça c'est des deals entre eux qui ne nous regardent pas, mais je trouve ça un petit peu dommage, quoi. Donc voilà pour la Starac, on y reviendra je pense un peu toutes les semaines, quand je reviendrai le mardi, on regardera les 2 qui sont partis et puis, voilà, on fera nos petits commérages, si ça vous intéresse, si vous y regardez, puis si ça vous intéresse pas, on passera à autre chose. Mais, voilà, bon. Sinon, bah, au niveau des dernières infos avant qu'on se quitte, il s'est pas passé grand-chose ces derniers temps, enfin en tout cas on est quand même, au courant de pas mal de trucs, déjà. Mais il y a rien de vraiment intéressant en soi, si, il y a Max qui a annoncé faire 7 saisons d'Harry Potter, une pour chaque bouquin, euh, et que ça durerait sur 10 ans, quoi. Enfin, vraiment, ils vont faire une saison par an, avec l'évolution des personnages, et du coup, ils vont suivre le livre à la lettre et en faire une série. C'est leur plus gros budget de tous les temps à Warner. C'est la première fois qu'ils sortent un truc aussi gros. Et voilà quoi, donc bon, pour l'instant c'est à l'état de projet, on sait pas où ça en est.
Est-ce qu'Harry Potter, ça va continuer à fonctionner toujours aussi bien? Moi, je pense que oui, parce que bon, là, c'est un truc, ça y est, c'est devenu culte, c'est intemporel. Tu pourras toujours recommencer des... Voilà. L'idée de faire une série, pourquoi pas, faut pas qu'ils le sortent trop tard non plus, parce que sinon, ils vont se retrouver peut-être dans une boucle, dans un cycle où les gens regardent plus de séries. On en parle d'ailleurs, vous aurez notre avis dimanche dans le podcast David et David, mais on s'est rendu compte que, enfin David surtout s'est rendu compte que les gens regardaient de moins en moins de séries. Les gens sont en ce moment sur un cycle jeu télévisé. Ils ont envie de se vider la tête sans suite, sans drame, sans choses comme ça, et que du coup, tout ce qui est jeu télévisé a beaucoup plus de succès que les séries en ce moment à la télévision linéaire en tout cas. Donc, mais bon, tout ce que vous passez comme temps devant la télévision linéaire, c'est du temps que vous passez pas à regarder les séries sur les plateformes. Donc ça veut bien dire qu'il y a quand même un gros succès. On a Joker 2 qui s'est complètement planté. C'est le plus gros beat de Warner depuis des années. Ils vont perdre 150 à 200 millions de dollars. Donc voilà, c'est quand même quelque chose de pas ouf pour eux. En même temps, j'ai envie de dire chais, parce qu'au bout d'un moment, Warner qui se fout de la gueule des spectateurs, enfin, et des fans, en sortant pas certains films et en se permettant des libertés sur d'autres, alors qu'on n'avait rien demandé à personne, ben voilà, tu récoltes un petit peu ce que tu sèmes, quoi. Donc, faut pas trop se plaindre après derrière, quoi. Du coup, il y a, j'ai pas envie de dire de conneries, mais je crois que c'est le Pacte qui a racheté les droits de films Looney Tunes. Alors, je sais pas s'il y a le fameux Looney Tunes vs Acme, là, non, c'était quoi, Coyote vs Acme, Acme vs Coyote, je sais plus, qui devait pas sortir, mais qui a pas été jeté à la poubelle et qui du coup devait être racheté par d'autres. Et je crois que le Pacte l'a racheté, mais je voudrais pas dire de conneries. Et puis sinon, bah voilà, c'est à peu près tout ce qu'on a en info ces derniers temps. Je sais pas si vous en avez vous de votre côté, mais il s'est pas passé grand chose de vraiment fou, hein, non, bah, moi j'ai rien de mon côté qui mériterait qu'on en discute vraiment pendant des heures. Oula, je me suis trompé. Bon, on pourrait parler du succès de Terrifier 3, mais bon, je pense que tout le monde est au courant. Hugh Jackman qui va faire un seul en scène, apparemment à New York sur Broadway, voilà, et qui se fait payer la com par Ryan Reynolds. Donc je pense que c'était un peu le deal entre les deux quand il s'est dit bon bah ok je veux bien aller faire Wolverine mais par contre t'as intérêt à faire de la communication pour mon seul en scène à Broadway. Non bah écoutez, je pense qu'on est bon. Je pense qu'on est bon là-dessus. On aura passé une petite heure et quart ensemble. Merci, merci Simon d'être resté tout au long de l'émission avec moi pour créer de l'échange. Et puis bah écoutez, je vous dis à dans 15 jours. Vous retrouverez le podcast, enfin vous retrouverez cette émission sur YouTube à partir de vendredi ou jeudi, je sais pas. Tout dépendra de ma motivation. Vous retrouverez l'épisode en audio dimanche et vous pouvez aller vous abonner à Salle 9 pour aller écouter les entretiens et les carnets de bord du festival Jean Carmet. Et dans tous les cas, vous avez également aujourd'hui le nouveau podcast Quoi de neuf avec Simon, Samy et moi où l'on discute de sujets et d'autres autour du cinéma. Et puis bah, sinon, sur les réseaux, hein, on se rejoint sur Instagram, vous savez. Hein. Voilà, pouvez me retrouver sur Critflix Chronique sur Instagram, également sur Twitter, et j'espère que vous serez de plus en plus nombreux de semaine en semaine. Je vous dis à ciao, salut!